Premièrement, je souhaite la bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur la gouvernance dans le contexte de la communauté Montagne et Nature. On est vraiment content de vous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer le webinaire, je vais prendre quelques instants pour parler des nouvelles de la communauté et de l'industrie touristique pour les membres de la communauté, justement. Donc, au niveau de l'industrie, il y a des appels à projets en ce moment avec ESSA pour requalifier des bâtiments. Il y a jusqu'à 42 000 qui est disponible. Le fonds Horizon d'ici avec la ruche permet un 50 de 100 000 pour les entreprises touristiques en région. Donc, ça vous concerne vous. J'en ai parlé il y a 2 semaines. Il y a toujours le forum interrégional Connectivité écologique environnement Mauricie. Pastel aussi. Et du côté de Montagne et Nature, on a bientôt une programmation de préliminaire qui va sortir vendredi. Je vais peut-être vous la montrer en primeur à la fin du webinaire si jamais on a le temps. Mais surtout, on a une activation qui s'appelle le marché public. Les membres de la communauté peuvent nous rejoindre pour Simo, excusez, j'ai apprécié Franchement. l'inviter. Et voilà. Désolé pour ce petit dérangement. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a une activation lors du 28 février. Vous en avez entendu parler très certainement si vous êtes là aujourd'hui. Le premier rassemblement à Port-Neuf. La billetterie est ouverte si vous n'avez pas déjà pris vos billets. Le coût est simplement pour votre dîner. Si vous ne voulez pas prendre de dîner, il y a un coût très abordable pour vous. Et le marché public, essentiellement, ça va être une occasion pour n'importe qui de la communauté de venir pitcher ses besoins à la communauté, aux membres de la communauté, pour qu'on puisse ensemble travailler ensemble à répondre à ce besoin-là. Donc, c'est ça pour les petites nouvelles de la communauté Montagne et Nature. Je vais dès à présent passer la parole au modérateur de la journée d'aujourd'hui, qui est David Gobeil-Kaufmann de Force Fraîche. Merci Pierre-Evan, bonjour à tous et toutes. Très heureux d'être là. Le son fonctionne, Pierre-Evan? Yes, ça fonctionne, on t'entend bien. Splendide, excellent. Excellent. Donc, bon midi à tous. J'espère que vous avez un verre d'eau, lunch. On est entre nous pour une belle conversation sur les bonnes pratiques de gouvernance dans un contexte de mise en place, en fait, de réflexion sur le développement durable. On va adresser une foule de sujets avec tous nos trois invités. On est très heureux d'avoir d'abord Isabelle Duchesneau, qui est directrice fondatrice et chef du développement stratégique au Monastère des Augustines. Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ensuite, on a Véronique Desmarais, qui est directrice responsable du développement de la destination durable chez Destination Québec Cité. Véronique, merci d'être là. Merci, bonjour. Et Annie Kingston, qui est coordonnatrice responsable du tourisme durable au Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Annie, merci d'être avec nous. Allô tout le monde. Donc, le sujet est ultra large. On parle de gouvernance, on parle de mobilisation des équipes, d'acceptabilité sociale. Mais avant toute chose, là, j'ai sauté une étape. Je vous propose tout d'abord de vous présenter. Moi, je vous connais, là, j'étais parti parce que je sais à quel point ça va être fascinant, mais je pense qu'on va prendre quelques secondes, quelques minutes pour prendre le temps de vous camper, de nous partager un peu votre parcours et la place de la gouvernance dans votre parcours. Donc, je vais commencer par Isabelle Duchesneau. Donc, à toi. Bien, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce midi. Moi, faire une très longue histoire très courte. J'ai étudié en gestion et intervention touristique à l'UQAM. Le bac a changé de nom depuis, là, on était dans les premières années. J'ai fait ma carrière entière en tourisme. Donc, j'ai presque 35 ans d'expérience dans l'industrie. J'ai navigué à travers le volet hôtellerie. J'ai fait de la gestion d'événements. Je me suis promenée en consultation. J'ai aussi enseigné pendant 10 ans en gestion hôtelière ou en technique de gestion hôtelière, en fait. Et on m'a approché là, en 2012 pour partir le concept là, puis le modèle d'affaires du monastère des Augustines. Donc, depuis 2012, je travaille pour ce merveilleux projet. Voilà. Aujourd'hui, j'en reste la directrice fondatrice, mais je m'occupe principalement de son développement stratégique. Merci beaucoup, Isabelle. Véronique. Bonjour tout le monde. Également, comme Isabelle, là, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de gouvernance, un sujet qui est super important, là, surtout dans un contexte
de développement durable, tourisme durable. Petit retour sur mon parcours. Ben, comme David le disait, je suis présentement directrice développement de la destination durable chez Destination Québec Cité. Pour moi, c'est un retour à mes premiers amours que de retomber dans le développement touristique et notamment durable parce que j'ai fait ma maîtrise en tourisme durable à l'Université Laval, suite à quoi j'ai fait des mandats de consultation, là, notamment avec les Premières Nations du Nord du Québec aussi, pour la mise en place par exemple, de parcs nationaux. Donc, ça, c'était avant par la suite de changer pour aller au Fonds d'action québécois pour le développement durable. Donc, certains d'entre vous connaîtront peut-être le FAQDD, un organisme qui aide là, à la mise en place là, la croissance du développement durable au Québec à travers la gestion de programmes, notamment en toutes sortes de sphères. Donc, ça m'a amené à toucher à cet élément-là de gouvernance dans différents projets, différents mandats, différentes façons de le voir en s'adressant autant que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des organisations, que ce soit au niveau même dans les relations gouvernementales partenariales, comment on peut assurer une saine gouvernance quand on prend des décisions. Donc, tout ce cheminement-là là, me fait en sorte que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour en discuter. Merci beaucoup, Véronique. J'en découvre sur toi. J'ai plein de questions, mais ça, c'est pas le sujet de la conversation aujourd'hui. Annie, à toi. Oui, donc je suis coordonnatrice en tourisme durable au Conseil régional de l'environnement pour la région de la Capitale-Nationale, que si je renomme au courant du webinaire, ça va être de son petit nom, le CRE. Ça va aller mieux comme ça. Au CRE, dans le fond, le CRE de la Capitale-Nationale, on a différents créneaux justement pour aider différents acteurs, que ce soit les entreprises, les acteurs territoriaux. Donc, notre créneau en tourisme durable, on peut accompagner à la fois les entreprises touristiques, les organisations, que les acteurs de la destination. Et ce qui m'a amené, dans le fond, à ce qu'on développe ce créneau-là, c'est j'ai un background en tourisme, en gestion durable d'organisation. J'ai travaillé pour différentes organisations touristiques en hébergement, en événementiel, en plein air. Puis au fil du temps, ça se révèle assez rapidement que la gouvernance, c'est au cœur de toute démarche durable là, qu'on entreprend au sein d'une organisation, petite ou grande, surtout les destinations touristiques. Fait que c'est un peu à travers ça et les collaborations avec différents acteurs que ça s'est révélé. Fait que je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Merci beaucoup, Annie. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous inviter tous à embarquer dans la conversation. Vous avez plusieurs manières de le faire. D'une part, si vous avez une réflexion à partager, vous pouvez utiliser le chat. On va y revenir à quelques reprises. Si vous avez envie de faire une intervention, parce que pour apporter de la valeur à la conversation, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main électronique et je vais vous partager, je vais vous donner la parole. Ceci étant dit, vous pouvez vous imaginer que peut-être pour les 15-20 prochaines minutes, je vous invite à nous laisser mettre la table parce qu'on a quelques questions, quelques réflexions. On veut vous amener quelque part, c'est-à-dire que la conversation a été designée pour simplifier le sujet de la conversation, donner des exemples concrets, venir comme décortiquer, certes, les bonnes pratiques pour mettre en place des saines pratiques de gouvernance. Mais vu que c'est un sujet qui est complexe, je pense qu'on on va apprendre quelques angles pour être capable de vous donner des exemples concrets. Et donc, à partir d'une vingtaine de minutes, là, de ne pas hésiter à lever la main, puis vous allez pouvoir poser des questions, donner même des exemples par rapport à comment vous le faites chez vous, ou en fait, présenter un défi que vous vivez, que nos intervenants vont pouvoir réfléchir avec vous en intelligence collective. Donc, tu vois, justement, la gouvernance n'est pas claire pour moi, justement, mais ça nous amène vers la première question qui est, je nous propose de faire une définition collective de la gouvernance. Je propose peut-être, Véronique, est-ce que tu veux mettre la table avec ta définition de la gouvernance, puis après, je vais inviter Isabelle et Annie à bonifier. Donc, Véronique. De façon très globale et très macro, la gouvernance, c'est un peu ce qui nous amène, c'est la structure, les mécanismes qu'on va mettre en place pour nous amener à prendre les bonnes décisions puis à poser les bonnes actions, notamment pour notre organisation, notre entreprise, bien sûr, selon nos objectifs. Mais quand on parle de saine gouvernance, de gouvernance dans une optique de durabilité, c'est d'être capable de décentraliser cette prise de décision-là pour qu'elle ne soit pas seulement justement au niveau de la direction, mais qu'on puisse prendre en compte les parties prenantes qui doivent être consultées, qui doivent faire partie de l'équation et des décisions quand il y a le temps de choisir où on s'en va, où on se dirige comme organisation, puis quelle action on veut mettre en place. Donc, c'est
c'est pas des décisions qui se prennent uniquement au niveau de la direction. On intègre les membres de notre organisation dans les décisions, justement, ou dans les orientations qu'on veut prendre. Donc, il y a des consultations qui se font autant à l'interne, mais aussi des parties prenantes à l'externe de leur organisation. Donc, c'est de voir quelle partie prenante je devrais consulter, je devrais prendre autour de moi dans l'écosystème pour m'assurer je regarde tous les angles morts, puis que je vois ce que je fais, ben que j'ai l'acceptabilité sociale, par exemple, que je puisse tirer profit des forces de chacun. Donc, la gouvernance est une forme de leadership collaboratif, autant à l'interne de l'organisation qu'à l'externe de l'organisation pour pouvoir, c'est ça, consulter, écouter, établir des collaborations. Et ça, ben, ça se fait par des volontés, par une stratégie, puis par diverses actions aussi, ça se décline là, à l'interne et à l'externe, dans la structure qu'on va utiliser. Véronique, Isabelle, est-ce que tu veux bonifier? Ben oui, je pense que Véronique t'a bien mis la table là, sur ce que c'est vraiment identifier puis de cartographier toutes les personnes, les acteurs, les organisations, organismes, citoyens qui vont être impactés par nos décisions. Fait que c'est de les impliquer à la base là-dedans. Et on pense souvent qu'un plan de développement durable ou une personne qui s'occupe du développement durable, donc c'est beaucoup plus que ça. C'est le développement durable au cœur d'une organisation, ça fait partie de l'ADN de chaque décision et de chaque action qu'on doit prendre. Donc, comme le disait Véronique, une saine gouvernance, c'est vraiment d'impliquer. Puis tu l'as dit tantôt, Véronique, là, ça va revenir souvent, vous allez l'entendre, la collaboration. Donc, c'est un leadership de collaboration. Je ne sais pas Merci, si Annie a Isabelle. quelque chose d'autre à ajouter Oui, là-dessus. Annie. Oui, mais c'est très complet, mais en même temps, c'est tellement large, on pourrait définir la gouvernance pendant 1 heure, là, à midi, mais on ne fera pas ça, on s'entend. C'est beaucoup dans l'idéation, c'est beaucoup en amont, ça va être des décisions, tu sais, réfléchies dans l'idée, dans le choix des activités, dans la mission d'une organisation, ça va partir de là. Puis je vais reprendre l'expression d'Isabelle, là, je la cite. C'est dans l'ADN d'une organisation, une saine gouvernance, tu sais, ça part de là et ça fleurit en différentes actions, différentes pratiques qui peuvent aller de la communication responsable, des emplois de qualité, des pratiques de conservation de la biodiversité, l'acceptabilité sociale. Il y en a, là, il y en a à l'appel des pratiques de gestion qu'on peut intégrer dans une saine gouvernance. Fait que vous allez avoir l'embarras du choix de bonnes pratiques à entreprendre à la fin du webinaire. Véronique, oui. Ben, j'aimerais ajouter là-dedans, parce que là, on dit ce que c'est, mais il faut savoir à quoi ça sert aussi. Honnêtement, faut voir pas la gouvernance en disant, ben, là, je vais consulter plus de gens, ça va être plus lourd, plus complexe, plus compliqué. Il faut le voir vraiment comme un avantage. Parce que quand on a une vision holistique, finalement, de ce qui se passe autour de notre organisation, par exemple, de l'impact que ça peut avoir, on est capable de contrer le coût ou d'aller tirer profit de collaboration, par exemple, externe. Et donc, on a tout avantage à le faire pour prendre des décisions qui vont être d'autant plus stratégiques. Au niveau de l'interne, si on mobilise les membres de notre équipe à faire partie de la décision, à voir où on s'en va, à s'en alimenter, puis à voir qu'ils se sentent vraiment, qui sont partie prenante là-dedans eux-mêmes, puis qui font partie des choix et des décisions, on les mobilise vers des objectifs qui deviennent communs. Et on sait, une personne qui est mobilisée a beaucoup plus d'intérêt et de volonté à atteindre les objectifs. Donc, on a tout intérêt à le faire là, en tant qu'organisation. Absolument. Puis, en fait, je vous écoute, puis ça me fait réfléchir sur disons, un entrepreneur solo, ou une petite entreprise qui est dans un modèle entrepreneurial privé, Inc., qui généralement, le modèle est de l'ordre d'avoir une offre de service, de vendre un produit. Je peux imaginer que l'idée de mettre en place des bonnes pratiques de gouvernance, c'est un peu abstrait. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est là dans un désir commun de réfléchir au développement d'un écosystème touristique responsable et durable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de prendre en considération le bien-être des communautés avec lesquelles on cohabite, de l'environnement dans lequel on habite. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul chez nous. Il faut aller les voir puis demander c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs irritants, d'être capable de rendre notre modèle d'affaires puis notre structure organisationnelle cohérente avec son milieu. Et donc, cette gouvernance-là, est-ce que je comprends bien, c'est d'être capable de mettre en place des outils, des comités, des espaces de rencontre pour aller à la rencontre, puis créer des espaces de collaboration pour faire en sorte qu'il y ait des processus qui sont mis en place pour que plus l'organisation grandit,
ben, tout est déjà écrit pour faire en sorte qu'on sait comment on va réagir. Si on doit agrandir notre bâtiment, ça a un impact sur le territoire. Comment rentrer en relation, comment proposer des espaces de collaboration. Est-ce que ça résonne un peu avec vous? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Oui, puis je pourrais ajouter, si tu permets, David, Ben oui. si on va dans le concret, c'est un, bon, le principe du bon voisinage, effectivement, principe de bien s'intégrer dans une famille, dans un clan, notre groupe d'amis, c'est quoi notre place, on a un impact sur les autres. Fait que donc, comme entreprise, on ne peut pas fonctionner en silo, là. On a toujours un impact sur quelqu'un, puis quelqu'un a un impact sur nous aussi. Donc, c'est vraiment en ce sens-là là, qu'on doit travailler. Donc, c'est un travail de collaboration et ben, on l'a dit, hein, on va le redire Ah oui. encore. Ben, ça, À la fin, là, vous allez dire, voyons, c'est quoi quel mot que je retiens? OK, collaboration. ben, tu sais, je prends l'exemple ici, il y a Geneviève Tremblay dans le chat qui dit, par exemple, pour une garderie, pension canine inclusive pour les pitous, les employés, ça serait bien pour moi, je crois, si j'ai bien compris. Ma réponse spontanée, puis dites-moi si ça fait du sens, mesdames, mais c'est de dire, et les voisins. On est dans une pension canine, il y a du bruit. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur? Est-ce que vous avez pris en considération le bruit et l'impact que ça peut avoir sur la communauté avec laquelle vous cohabitez? Donc, est-ce que ça fait du sens pour dire qu'il y a cette dimension-là ajoutée? Est-ce que vous en verriez d'autres pour cet exemple-là en particulier de pension canine qui vous vient spontanément? Puis Geneviève, le prenez-le pas personnel, on prendrait ça comme un exemple pour comme troubleshooter l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions à prendre en considération dans la gouvernance pour un projet comme celui-là? Ben moi, mon mot-clé, à chaque fois qu'on prend des décisions, c'est qu'au-delà, depuis qu'on va rentrer dans le concret, là, on parlera du monastère tantôt, mais c'est le bien-être de tous, de tout le monde qui a un impact ou qui est impacté par notre décision. Donc, c'est vraiment une plus-value dans ce cas-là. Donc, comment je peux assurer le bien-être, effectivement, des voisins, puis de ma clientèle, de mes employés. Fait que c'est de tout prendre ça en considération. Ouais. Est-ce que Véronique, tu veux bonifier? Vas-y. Ben, j'allais dire, c'est difficile de réagir comme ça à brûle pour point avec un exemple comme ça, là, parce qu'en réalité, une des premières étapes, des premiers jalons à poser, c'est se dire, mais qui je dois consulter, avec qui je dois collaborer ou qui je dois consulter. Puis là, ça revient à établir qui sont les parties prenantes qui gravitent autour de mon organisation. Et c'est une des premières étapes, une des premières choses à faire, justement, c'est de se poser la question. Puis sachez qu'il existe des outils sur Internet, la matrice des parties prenantes qui dit, mais est-ce que ça c'est une partie prenante auquel je dois simplement tenir informé ou à qui je dois répondre à un besoin ou par exemple, je dois prendre en considération ces éléments. Donc, on est capable de positionner sur des échelles les parties prenantes et qu'est-ce qu'on doit faire auprès d'elles. C'est pas auprès de toutes les parties prenantes qu'il va falloir poser nécessairement des actions qui vont certaines légères, certaines plus significative, mais la première étape, c'est effectivement de voir à qui je dois m'adresser, qu'est-ce que je dois faire pour ces personnes. Ce que je te propose, Véronique, vu que tu es aussi bien partie, la prochaine étape de la conversation, c'est de réfléchir, de vous proposer, du monde de vous présenter des réflexions de mise en place de bonnes pratiques, de saine gouvernance pour différents types d'organisations. Véronique, vu que tu étais bien partie, je te propose de continuer. Vas-y. Et de présenter en fait comment vous avez mis en place ces saines, disons, quelles réflexions au niveau de la gouvernance vous avez mis en place chez Destination Québec Cité? Destination Québec Cité, qui est une association touristique régionale qui représente un territoire. Donc, peut-être prendre 2 minutes pour expliquer quelle est la mission de l'organisation, puis après, 5 minutes pour mettre en place les différents jalons que vous avez déployés. Mais assurément, en tant qu'association touristique régionale, on doit se voir de veiller à la sain développement de la destination. Donc, on parle, comme tu disais, David, à l'échelle du territoire. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire autant dans le développement de l'offre touristique qui est là, la façon de le faire durable, de nourrir aussi tout le marketing, la commercialisation de la destination qu'on doit faire. Donc, Destination Québec Cité, ça gravite autour de tous ces éléments-là, l'intelligence d'affaires aussi, là, les données qu'on est capable d'en dégager pour faire une saine destination, un développement qui est adéquat et puis qui va alimenter justement l'écosystème. On le fait pour l'industrie touristique, on le fait aussi pour les résidents. Donc, ce qui m'amène finalement à parler du fait que
une saine gouvernance, c'est une volonté qui est incarnée à destination Québec Cité et qui se traduit même comme une de nos 4 orientations stratégiques du plan stratégique de destination Québec Cité 2022-2025. On en a carrément fait une orientation stratégique. Il faut savoir que ce plan-là, il a été fait aussi au moment où on sortait un peu, on commençait à se sortir de la COVID, l'industrie touristique ayant été lourdement impactée. Donc, il y avait plusieurs actions déjà de saine gouvernance qui se faisaient de par le passé et ça fait partie de la culture, comme on disait, hein, Isabelle, tu disais tantôt, ça fait partie de l'ADN de l'organisation. Mais à ce moment-là, on s'est dit comment on peut faire vraiment plus et c'est là où on a mis l'orientation d'accroître le leadership collaboratif pour s'assurer que la destination se développe soit bien, rayonne bien autant au niveau national qu'international. Donc, tous ces éléments-là. Et donc, cette orientation-là de leadership collaboratif, elle nous aide à établir quelles actions on doit poser. Et ça se transpose dans les différentes divisions et sections de DQC, dans nos plans d'action, donc de façon un peu très concrète dans nos équipes. Donc, on essaie de décrire qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer ce leadership collaboratif-là, c'est-à-dire stimuler les collaborations, stimuler la consultation des gens, stimuler la mobilisation de nos employés aussi à l'interne. Et donc, pour avoir une vision un peu plus globale des besoins de chacun, des réalités de chacun, des réalités touristiques, mais aussi de nos membres. Donc, c'est vraiment une mobilisation et une collaboration. Isabelle encore, hein, le mot collaboration, on a dit on lâchera pas. Puis mobilisation aussi, c'est très important, mobilisation aussi, de nos parties prenantes. Donc, que ce soit autant les membres de l'industrie, les autres bailleurs de fonds qui, comme nous, soutiennent des initiatives, la ville, les MRC, justement, ne pas oublier, les résidents aussi, parce qu'on sait que le tourisme a un impact sur les résidents. Donc, tous les regroupements et les autres membres de l'écosystème. Oui, David. Oh, ton micro. Excusez. Question parce qu'on parle de mobilisation, on parle de concertation, mais disons concrètement, comment on le fait, ça? Inquiète-toi pas, j'y venais. Parfait, excellent. Je Merci. mettais la table, là. Je mettais la table. C'est bon, je te laisse, absolument. Plus concrètement, parce qu'effectivement, je pense que ce qui vous intéresse, là, on va arrêter de flatter les concepts. On sait gouvernance, on doit aller là. Mais concrètement, comment ça se décline? À DQC, on participe à beaucoup de comités. On participe ou on anime parfois même des comités. Je donne quelques exemples. La table de concertation du Vieux-Québec, qui nous permet justement de voir, on sait que le Vieux-Québec, c'est un pôle où il y a beaucoup de touristes. Puis on doit s'assurer que le développement il soit sain, mais aussi on veut entendre les résidents. Là-dessus, on a les comités citoyens qui sont là qui représentent la face des résidents où on le sait, là, il y a beaucoup de touristes dans le Vieux-Québec. On veut s'assurer que les résidents soient bien aussi et on doit les entendre. Donc, c'est un genre de comité dans lequel on va aller chercher de l'information auprès des résidents. On veut travailler, par exemple, avec les Premières Nations, voir comment on peut faire. Bien là, on participe au comité de l'IDEC, l'Initiative de développement économique des collectivités des Premières Nations et des municipalités. Donc, avec la nation Huron-Wendat. On a toutes sortes de comités après là, pour les routes touristiques, le tourisme religieux, le tourisme gourmand, le patrimoine. Donc, c'est vraiment toutes sortes de comités dans lesquels on va voir des parties prenantes, des membres, des résidents. On va se nourrir de l'information qu'ils nous donnent pour faire notre travail au mieux et on va aussi leur donner de l'information parce que la gouvernance, on n'a pas parlé encore de l'élément de transparence, mais aussi c'est la transparence finalement de l'information qu'on donne puis de ce qu'on fait pour qu'eux aussi aient l'information. Donc, toutes sortes de collaborations qu'on fait à DQC, par exemple auprès des promoteurs et de nos membres aussi de l'industrie, on va vouloir voir quels sont leurs besoins. Est-ce qu'ils ont des besoins, par exemple, aussi en formation? Donc, on va générer des sondages. Donc, on va mettre en place des structures de sondage pour faire ça, pour aller chercher l'information, pour qu'après, dans nos plans d'action, on puisse savoir quels sont leurs besoins, quoi faire, où s'orienter pour poser des meilleures actions. À l'interne, c'est toute notre structure là, de gouvernance interne, assurément. Là, donc les rencontres qu'on fait, les comités internes, etc. Et là, je pourrais parler longtemps, mais comme vous pouvez vous en douter, mais je termine avec ça. Il y a aussi l'élément, et vous êtes pas sans savoir que DQC a pris ce virage-là aussi vers le tourisme responsable et durable, une autre de nos orientations, là, d'accroître, accélérer le virage vers le tourisme responsable. Ça fait partie de la gouvernance d'une pratique de tourisme durable, mais on veut le stimuler aussi. Et pour ça, on va collaborer avec d'autres organisations, le MT Lab que vous avez vu la dernière fois aussi dans le webinaire, le pôle d'innovation en tourisme durable avec qui on collabore pour trouver des solutions innovantes aux enjeux de l'industrie. Et je terminerai avec le fait que
Ça se décline aussi par la façon dont on réalise nos mandats. Le plan montagne. Le plan montagne, avec ce mandat-là que le ministère du Tourisme nous a octroyé, nous a donné, qu'est-ce qu'on a voulu en faire? Une communauté entrepreneuriale. Une communauté, pourquoi? Parce qu'on veut que les gens jasent, on veut entendre, puis on veut ce qui va ressortir de cette communauté-là. Assurément, on va s'en nourrir dans nos actions qu'on va poser à DQC. Si, Véronique, c'est super intéressant, puis de voir comment, mais c'est parfait, c'était parfait, puis ça met la table. Puis évidemment, tu sais, c'est à une échelle territoriale. Fait qu'évidemment, tu sais, là, je suis un entrepreneur, je me dis, bon, mais là, ça, c'est intéressant, mais là, j'ai pas le temps, il y a des comités, il y a plein d'affaires. Tu sais, là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'autres formats aussi. Donc, Isabelle Génaud, tu représentes le Monastère des Augustines, qui est un organisme à but non lucratif, tu sais, qui porte un bâtiment patrimonial, une revalorisation de bâtiment patrimonial avec une mission. Je t'invite à nous partager un peu comment vous avez mis en place une saine pratique là, de gouvernance dans l'organisation. Oui, donc ben, pour rendre ça un peu plus concret, je vais passer par les différentes étapes parce que là, on a ouvert nos portes en 2015, donc ça fait 9 ans, ça, oui, 9 ans qu'on est ouvert. Mais il s'est passé plusieurs étapes, dont celle avant bien même que moi j'arrive. Donc, je suis arrivée en 2012, mais avant bien même que le gouvernement subventionne la réhabilitation du bâtiment, etc. Donc, il y a eu plusieurs années, mais beaucoup d'années de réflexion de la part des Augustines. Donc, je dis souvent, on n'a rien inventé du développement durable. Les Augustines font ça depuis 400 ans. Donc, elles ont toujours consulté la population quand elles s'installaient dans une communauté. Donc, elles pourraient fonder un hôpital, puis participer au développement économique d'une communauté ou d'un territoire. Elles ont toujours fait ça. Quand elles ont réfléchi sur leur legs, elles ont consulté. Donc, elles ont mis en place différents ateliers de réflexion. Elles ont amené autour de la table une centaine de personnes là, minimalement parlant. Sur qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là, à quoi ça peut servir maintenant. Chose certaine, c'est qu'elles ne voulaient pas que ça soit, elles voulaient conserver le patrimoine. Elles se sont dit, nous, on a une histoire à partager, ça serait dommage, on fait partie, c'est un patrimoine fondateur de la Nouvelle-France. Ça ne peut pas devenir n'importe quoi par la suite. Donc, elles avaient la vision de la conservation de leur bâtiment, de leurs archives et leurs collections. Le comment on fait ça, après ça, c'est une autre histoire. Et elles ont donc consulté les gens. C'est sûr que là, on est à une échelle d'un patrimoine fondateur de 400 ans. Ça a été 20 ans de réflexion. Donc, la plupart des gens qui s'implantent avec un projet, ça ne sera pas 20 ans de réflexion et de consultation. Là, je veux vous rassurer. Mais les sœurs ont donc fait ça. À travers ces consultations-là, puis des études, etc., bien, elles ont réalisé qu'il y avait quand même des opportunités, puis des besoins et des opportunités. Donc, c'est là qu'elles se sont penchées sur un premier, elles se sont penchées sur un premier plan d'affaires qui pourrait voir le jour, dont l'hôtellerie expérientielle, là, ou ce qu'elle appelait dans le temps de l'hôtellerie monastique. Un musée, évidemment, un centre d'archives, tout ça. Bon, là, je nous amène. Donc, ça, c'est un premier exemple concrètement dans la création du projet, ce qui a été fait. Par la suite, elles sont allées chercher un montant d'argent pour les aider, évidemment, dans la reconversion patrimoniale du bâtiment. Vous pouvez vous imaginer, c'est pas qu'un petit bâtiment, là, c'est quelque chose, c'est énorme. Donc, il y a eu de l'argent des trois paliers gouvernementaux pour la réhabilitation, ce qu'on appelle ni plus ni moins en architecture. C'est un terme là, pour pas dire rénovation, là, mais c'est vraiment garder le plus possible le volet historique, mais pour une nouvelle vocation. C'est ça de la réhabilitation. Rendu là, bon, ben, c'est bien beau. Elles ont fondé une fiducie d'utilité sociale, un organisme à but non lucratif. Ça, c'était les entités de gouvernance. Ça, c'est particulier. Donc, le monastère, c'est un projet très complexe, très varié. Je dis tout le temps que c'est tentaculaire. On parle de plein d'affaires, de santé, de patrimoine, d'histoire, de culture. On a une vocation communautaire et on a aussi un volet business. Donc,
Là, au départ, moi, quand je suis arrivée en 2012, je suis arrivée en même temps que les architectes. Et là, ben, c'était le branle-bas de combat. Et moi, je n'étais pas une spécialiste de gouvernance. Je ne me considère pas une spécialiste de gouvernance. J'ai été plongée dedans, vraiment. Et donc, de monter un modèle, moi, je suis arrivée là pour monter le modèle d'affaires là, qui allait prendre forme et aussi assurer, parce que les paliers gouvernementaux avaient dit parfait, mais il faut que le monastère soit autonome. Il faut falloir que l'entité au BNL soit autonome financièrement. Fait qu'on avait une viabilité économique très importante pour la pérennisation. Fait que oui, on a une vocation sociale, on a une vocation culturelle, bien sûr. Donc, ce sont nos deux missions, comme au BNL. Mais il faut qu'on soit viable économiquement parlant, parce que si on ne l'est pas, ben, nos missions n'existeront pas. Alors, notre volet business, ben, c'est tout le volet hôtellerie, restauration, les salles, l'événement, tout ça. Et on a développé un concept autour de ça. Mais il a fallu se mettre ensemble et je vous dirais que la mission était claire. Pour l'OBNL, là, comme tel, là, parce que je ne commençais pas à parler de la fiducie de l'OBNL, puis il y avait les Augustines, puis là, il y avait les architectes, les paliers gouvernementaux, puis tout ce beau monde-là d'impliquer. Mais quand on parle de monter le modèle d'affaires, bien, la mission était claire. La mission du monastère, c'est la conservation et la diffusion du patrimoine matériel, immatériel et social. OK. Mais la vision, comment on va faire ça? Le comment, c'est une chose, mais où on se voit, où on se projette, qu'est-ce qu'on voit de ce que va être le monastère ou cette OBNL-là dans 10-15 ans? Bien là, il a fallu consulter. On avait des fiduciaires à consulter, un conseil d'administration de notre OBNL à consulter, les Augustines. Et donc, comme Véronique le dit si bien, et on en parle depuis tantôt, les parties prenantes. Et donc, on a fait la cartographie, tout ça. Et il fallait s'entendre sur une vision. C'était pas simple au départ. Alors, comment on fait ça? Moi, je parle souvent soit j'ai deux images dans ma tête. Diagramme de Venn, là, donc on se rejoint dans le milieu du cercle ou dans le milieu de plusieurs siècles. C'est quoi notre terrain commun? Qu'est-ce qu'on veut? Et ou sinon, je parle de centre de table. J'amène tout le temps c'est quoi notre centre de table? Pourquoi on fait ça? C'est quoi notre objectif et notre objectif commun? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet-là? Alors, il y avait des points sur lesquels on s'entendait tous et il y avait des points sur lesquels on s'entendait moins. Mais c'est là que c'est la beauté parce que puis même, je vous dirais, là, au départ, là, il fallait s'entendre sur des mots parce que moi, j'arrivais avec mon bagage d'hôtelière, de tourisme, puis je parlais de clients. Donc, j'étais celle qui représentait l'entrepreneuriat dans le projet. Puis, ben, en patrimoine et en culture, on parle de visiteurs. Puis OK, mais on ne se comprenait pas, donc il faut parler le même langage, mais le plan montagne a commencé par ça d'abord. Hein? La première, il faut s'entendre sur les mots. Alors, on pouvait passer quelques heures à dire, OK, mais on parle de la même chose. C'est quoi notre centre de table commun? OK, on peut dire visiteur, invité, client, on peut dire tout ça. Ça veut tout dire la même chose, parfait. On le règle, coché, on ne s'ostinera plus là-dessus. Là. On n'en fera pas des conflits. On veut dire la même chose. Donc, bref, tout ça pour dire que après ça est venu le projet, la mise en œuvre du projet, le démarrage et son développement. Et le plus grand défi, ça a été, et ça, les sœurs, les Augustines me le demandaient au départ, Isabelle, ça va être quoi le plus grand défi? Mais le plus grand défi, ça va être de poursuivre vos valeurs, parce que ça, c'était indéniable pour nous, c'est du patrimoine immatériel. Et donc, c'était très important qu'on développe une culture d'entreprise autour des valeurs des Augustines, des valeurs qu'on voulait prôner, qu'on voulait pérenniser et autour desquels on voulait monter le projet. Et Isabelle, peut-être 60 secondes pour oui, excuse-moi, parce que pour rapper. Oui, voilà, juste rapper sur cette partie-là, parce qu'on va creuser après. Mais c'est fascinant. Parfait. Je sais qu'on pourrait, on pourrait explorer chacune des dimensions Oui. du monastère. Fait juste Juste, un dernier non, 60 juste secondes. pour dire, je voulais juste pour dire que après ça, ça a été comment on pourra discuter de comment on a développé cette culture d'entreprise-là et aussi comment on a fait. Puis je vous dirais qu'après 9 ans, on est très, très fiers de dire qu'on a été capable d'arrimer tous les univers. Parce que l'univers de la culture, du patrimoine, de la santé, du communautaire et de l'hôtellerie puis de la restauration, puis qui se parle que ça devienne une seule entreprise, c'était tout un défi. Et ça naît de la gouvernance et du leadership
de collaboration et de mobilisation à faire. Donc, ça a tout été ça, le monastère, et ça a été son plus grand défi et sa plus belle réalisation, je dirais. Et c'est pourquoi je pense que c'est ce qui nous a amené le plus loin. Donc, Fascinant. Fascinant. Puis je peux imaginer qu'on va comme déballer en fait toute la magie autour du monastère sur la prochaine année et demie parce qu'on peut la regarder de tous les angles. Mais ça adresse à la table. Merci beaucoup, Isabelle. Ce que je propose, c'est là, on a parlé d'un territoire, on a parlé d'une entreprise, une OBNL, puis c'est pas n'importe quelle OBNL, c'est une OBNL, je dirais, ultra sophistiquée avec des fiducies, un patrimoine historique de 400 ans, bâtiment patrimonial, tu sais, des fonds, des millions de dollars d'investis. On va arriver à une échelle, peut-être une autre échelle. Annie, toi, tu as eu le mandat de réfléchir à plein de cas terre à terre pour différentes tailles d'organisation. Fait que je te propose peut-être de nous partager, à la lueur de la conversation, d'autres exemples très concrets de mise en place d'éléments pour favoriser une bonne gouvernance de nos entreprises et organisations. Oui, ben le développement durable dans la gouvernance, pour que c'est ça une gouvernance saine, c'est parce qu'il y a du développement durable dedans, on s'entend là-dessus. Quand je disais que c'était vraiment des choix en amont, c'est que de réfléchir dans ses choix d'activités qu'on va développer ou si on a un nouveau projet ou une nouvelle offre, là, de réfléchir en amont comment ça va impacter le milieu, comment ça va impacter la communauté, comment ça va impacter mon personnel, d'aller justement les considérer en conséquence. Puis si vous avez déjà des activités en place, puis vous n'avez jamais posé la question, ben c'est le temps là, d'essayer de réfléchir comment on peut aller consulter ces personnes-là, ces gens-là, ce milieu-là, qui sont impactés, parce que ce n'est pas sans impact, là, les activités touristiques, pour justement comme essayer de pratiquer du tourisme qui est un peu plus comme régénératif, puis aussi qui va être plus impliqué dans la communauté, puis qui a un sentiment d'appartenance envers votre organisation. Parce qu'il faut un peu déconstruire le mythe que ce genre de pratique-là, souvent qu'on parle d'acceptabilité sociale, on entend comme ça fait beaucoup à consulter, il va falloir tout le temps aller voir les parties prenantes. Puis là, il faut essayer de déconstruire le mythe que ça va nuire, que c'est des bâtons dans les roues. Ça va juste faciliter de prendre des décisions plus réfléchies sur l'impact que ça va avoir sur le milieu, mais aussi ça va vous amener à des places que vous n'aviez pas pensé. Ça va avoir un meilleur sentiment d'appartenance autour de votre organisation et des activités, puis ça va répondre à des besoins du milieu aussi, justement, en les considérant. Fait que tout à l'heure, quand je disais que la gouvernance, ça pouvait impliquer une diversité de pratiques de gestion, vite en rafale, j'essaie de penser à des actions, mais tu sais, c'est sûr que on dit souvent, il ne faut pas penser que la gouvernance saine ou que les pratiques durables dans une organisation, on assigne une personne, on fait un plan, puis c'est ça. Il faut que ça soit continu, il faut qu'il y ait une mobilisation, il faut que ça soit intégré. Fait que c'est ça, c'est important d'avoir une ressource ou des tâches assignées là-dessus, mais de penser que c'est une personne, David contre Goliath, c'est vraiment important de s'assurer qu'il y a une mobilisation. Puis pour avoir la mobilisation, mais on l'acquiert souvent avec la consultation, la concertation. L'acceptabilité sociale, c'est pas une finalité, là, c'est un processus qui s'acquiert avec différentes activités de concertation, consultation. Ça peut être un sondage de satisfaction, ça peut être une activité à bonne franquette qu'on invite la population locale à soumettre des idées. Ça peut vraiment avoir différentes formes. Puis d'aller de l'avant, justement, aller les rencontrer, ces gens-là. Il peut y avoir un comité consultatif de parties prenantes, une personne en charge de s'assurer du bon voisinage des activités. Puis là, j'essaie de soumettre des exemples, mais on s'entend que ça dépend des secteurs, ça dépend de la grosseur. Fait que si ça ne s'applique pas à vous, il y en a d'autres exemples, inquiétez-vous pas. Au niveau de la communication, ça passe par la transparence, puis aussi de l'échange donnant-donnant. C'est pas juste nous, on va être transparent dans nos activités, on va faire la promotion de nos activités durables sur notre site web, puis on va s'assurer qu'on soit transparent sur ça. On fait de la saine gouvernance, mais la transparence, ça va dans les deux bords. C'est important aller chercher l'information, puis d'être à l'écoute là, de ces parties prenantes-là. Puis ça peut être la communauté, la clientèle, le personnel. Je pense que vous allez être surpris des fois là, de ce qui pourrait ressortir. Des gens qui pratiquent les activités ou qui sont des clients de votre organisation. Puis, c'est important aussi de réfléchir à comment qu'on pourrait bonifier le milieu, là, qui soit comme au niveau du milieu naturel en place si nos activités sont dans ce milieu-là, mais aussi au niveau de la communauté. Fait qu'on on a le volet environnemental, on a le volet social, mais c'est possible de les combiner. Est-ce qu'on peut faire une activité de restauration écologique, de nettoyage de berges en invitant la communauté à le faire parce que
notre terrain passe par là. Ça se peut qu'il n'y ait même pas de rivière qui passe sur votre terrain, mais tu sais, participer à ça, c'est important de s'impliquer dans la communauté. Si vous êtes résident de la place, tu sais, ça va de soi, puis veut pas, ça se ressent là, au niveau du sentiment d'appartenance, puis ça a le meilleur impact au niveau de l'acceptabilité sociale. Mais tout ça, c'est des décisions qui se prennent en amont, puis à force d'y faire, on se dit, ben ça va de soi, tu sais, ça va de soi, puis ça se fait de plus en plus fluidement. Tu sais, je pense qu'il faut. C'est pour ça que quand on répète de déconstruire l'idée que ça va nuire ou que c'est exigeant, puis ça va être donnant-donnant, ça va être gagnant-gagnant, tu sais, ça va être se faire de manière plus fluide, puis ça va vous amener ailleurs, ça va vous permettre aussi de faire un pas de recul nécessaire sur certaines activités que vous aviez peut-être mis en place, puis vous n'aviez pas consulté la population, la communauté ou la clientèle, puis après coup, vous réalisez que ça a peut-être plus d'impact négatif qu'on pensait, ben on s'ajuste, tu sais, on enlève cette activité-là, on la modifie, on la transpose, là. Fait que je pense que c'est important d'avoir cette flexibilité-là qui doit être perçue positivement. Euh, je ne sais pas si c'est assez concret, parce que là, C'est je peux super m'emporter. concret. Puis, tu sais, c'est super concret. Puis merci, Annie, d'avoir. Tu sais, il y a beaucoup d'exemples. Puis, tu sais, je propose de partager une réflexion. Moi, j'anime, tu sais, j'anime la communauté Montagne et Nature avec Pierre Even, entre autres. J'anime aussi une communauté qui s'appelle les Forces fraîches, où on accompagne des porteurs de projets qui déménagent au Québec, puis de les jumeler avec des territoires. Ce qu'on a construit beaucoup pendant la pandémie, vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu une grande immigration interrégionale, 200 000, par exemple, en 2021. Puis des gens qui changeaient de région, donc des gens qui passaient de grandes villes à peut-être une petite municipalité, 500 000, 1000 citoyens. Puis ce qu'on voyait, puis j'ai un exemple en tête, par exemple, de quelqu'un qui a acheté une auberge, puis qui a dit, dans sa vision, qu'il voulait que ses clients descendent la rivière au milieu du village en pneus avec des bières. Puis il pensait que ça allait être une excellente idée, c'était que tout le monde allait triper bien raide sur son idée. Puis il a développé son projet pendant la pandémie sans aller voir ses voisins, sans poser de questions, en disant que c'était évident que ça allait bien se passer. Puis à un moment donné, ben, il y avait besoin de faire un changement de zonage. Tu allé voir la municipalité. Puis vous pouvez vous imaginer ce qui est arrivé. Il y a eu des tonnes, des tonnes, je veux dire, un pourcentage très élevé des citoyens qui ont signé une pétition contre le projet. Ça s'avère que le porteur de projet était étonné de ça. Il se demandait comment ça se fait que les gens sont contre ce projet-là. Pourtant, ça a l'air d'un bon projet. Entre vous et moi, ça a l'air évident pourquoi ce n'est pas un bon projet, mais ça n'a pas besoin d'avoir un comité aviseur pour être capable de savoir que c'est un projet qui ne fait pas l'acceptabilité sociale. C'est une question d'aller prendre des cafés avec les voisins puis d'avoir une démarche organisée de concertation. Et donc, tu sais, j'entends Annie, par exemple, qui parle de comité aviseur. Pour certains entrepreneurs, l'idée de monter un comité aviseur, c'est super abstrait. On peut remplacer ça par une série de personnes avec qui on prend des cafés régulièrement, qui sont capables de nous donner un état des lieux, le pouls de la population, d'avoir une relation avec le territoire, la municipalité, la MRC. Bref, c'est un exemple très concret où des fois, il faut faire attention aux mots. Comité aviseur, conseil d'administration, c'est des structures dans certaines organisations au BNL ou des structures municipales. Je vous invite juste à aller à la hauteur de, si vous êtes constamment en contact avec des gens dans votre milieu de manière régulière, qui sont capables de vous donner un état des lieux de la situation, ça ressemble à un comité aviseur. Il faut juste que ça n'a pas été nommé de la sorte. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, Annie. Oui, ben tu sais, c'est comme tu disais, je pense qu'il faut avoir l'humilité en tant qu'entrepreneur de ne pas penser qu'on connaît trop le milieu, la communauté, puis tout ça. Puis il faut avoir l'humilité de se dire, ben je pense que c'est une vraiment bonne idée, mais je vais quand même aller voir parce qu'il y a sûrement des impacts que je n'ai pas pensé. Tu sais. Fait qu'il faut partir avec ça. Puis si on aimerait ça avoir le véhicule de concertation miraculeux qui vous permettrait d'avoir toutes ces informations, tu sais, mais il ne faut pas voir ça comme on fait la consultation, puis c'est fini. Tu sais, c'est un processus en continu. Ça se passe par des jasettes, ça se passe par des rencontres entre personnel, puis après ça, on a un commentaire d'une clientèle, tu sais, puis ça évolue, puis ça se construit. Fait que, puis il y en a beaucoup déjà des véhicules de concertation en place à ce niveau-là. S'il n'y en a pas, tu sais, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut aller voir les instances territoriales ou Destination Québec-Cité, puis demander, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose en place? Est-ce qu'il y aurait moyen, tu sais, de mettre ça? Parce que je veux pas qu'on parle des exemples, puis que là, vous vous affaissez dans votre chaise comme c'est vraiment un poids immense à nous mettre ses épaules, tu sais, allez-y graduellement, c'est censé être fluide, c'est censé venir de l'ADN de votre bonne volonté. Vous êtes ici aujourd'hui au webinaire, c'est déjà bien parti, là. Fait que je pense que faut vraiment. Le webinaire sert à vous inspirer à comme avoir cet éveil-là. C'est le premier objectif. Merci, Annie. Isabelle, je te laisse bonifier, puis après, on va tomber en bonne question. Donc, préparez vos questions.
Oui, on parle beaucoup de l'externe, mais moi, je voulais rappeler que tu sais, j'ai terminé mon petit bout sur la culture d'entreprise, mais il ne faut pas oublier toute la mobilisation interne et la prise de décision qui peut être vraiment, c'est participatif. Donc, comme au monastère, on est passé, moi j'étais seule, la première employée en 2012, j'étais seule. Aujourd'hui, on est 120. Donc, ça peut vous montrer là, que, je veux dire, à un moment donné, ça peut pas être Isabelle qui prend les décisions, là. Donc, puis, alors, la culture d'entreprise est vraiment fort importante et moi, j'aime parler de la personne source, mais ça doit partir quand tu disais, Annie, que ça part d'une volonté, faut intégrer ces valeurs-là, il faut se poser la question, moi, comment je me sens par rapport à ça, puis qu'est-ce que je veux mettre en place, puis pourquoi je veux le mettre en place, puis c'est quoi mes valeurs, puis qu'est-ce que je veux prôner comme valeur, puis pourquoi je veux faire ça, puis pourquoi je m'inscris à ce webinaire-là, puis qu'on parle de développement durable, mais il faut que ça parte de l'intérieur et que ça soit non seulement dans l'ADN de l'entreprise, mais ça part de la source qui est l'entrepreneur, qui est le dirigeant et tout, et ça percole partout. Et c'est vraiment, vraiment fort important parce que c'est comme ça qu'on va, premièrement, on doit décloisonner qui prend les décisions. Il y a plusieurs employés qui ont des vraiment super bonnes solutions pour plein de choses et on doit les impliquer par différents processus, là. Donc, que ce soit des forums, que ce soit des comités, mais l'interne est vraiment très important. Sœur Véronique, je te passe la parole, je veux juste m'assurer. Je vous invite à commencer à lever la main électroniquement. Ce que je vous invite, si vous avez des questions, parfait. Je vous invite aussi, si vous n'avez pas de questions, à vous dire, ben, savez-vous quoi, je vais donner mon exemple. J'ai une organisation, tant d'employés, telle structure, dans tel contexte. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Question qu'on brainstorm avec vous, puis que ça donne des idées à d'autres porteurs de projets. Donc, je vous invite à y penser. Je vous reviens tout de suite. Véronique. Bien, super important ce que tu disais, Isabelle, la mobilisation de nos équipes internes, assurément, là, parce que ça part de là. On a beau avoir fait toutes les collaborations à l'externe. Si l'interne ne suit pas, ça ne marchera pas. Ça, on s'entend. Annie aussi, tu disais, c'est du long terme, c'est quelque chose qu'il faut maintenir dans le temps. Ça, c'est pour ça qu'il faut le prévoir des fois, que c'est pas obligé d'être hyper structuré, comme tu disais, David, avec des comités aviseurs et tout, mais d'avoir une stratégie quand même de gouvernance, c'est quand même important de savoir que la fréquence. Et le dernier élément, la précision que je voulais apporter, c'est qu'on parle souvent d'impact, on parle, tu sais, puis c'est important, on s'entend, il faut parler des impacts qu'on a sur la communauté, mais il faut aussi voir la saine gouvernance, la collaboration, les mobilisations de l'écosystème comme des opportunités. Parce que des fois, on peut avoir un impact positif. Puis au lieu de mitiger nos impacts négatifs, ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir quels sont les acteurs qui sont autour de nous, avec qui je pourrais collaborer, avec qui je pourrais m'arrimer pour avoir un impact positif dans la communauté. Et là, on parle, par exemple, dans la communauté entrepreneuriale, dans le plan montagne, est-ce qu'on veut avoir de la circularité? Est-ce qu'on veut avoir les chaînes d'approvisionnement locales? Est-ce qu'on veut avoir... Tu sais, ça touche à toutes sortes de choses, en fait, la saine gouvernance. Annie, tu disais, tu as nommé plein de sujets là, qui touchent au tourisme durable. Donc, ça s'insère comme ça aussi. C'est une façon de collaborer pour avoir un impact positif. Ne pas Puis, oublier. pour vous donner un exemple, tu sais, pour ceux qui connaissent le concept de développement durable, mais qui se demandent concrètement, ça se déploie de quelle manière, il y a plein de manières de le présenter, mais l'ONU a les 17 objectifs de développement durable avec des choses des fois qu'on n'y pense pas, comme par exemple trouver des emplois pour les jeunes, tu sais, redonner économie circulaire, réduction énergétique, etc. Donc, j'ai mis dans le lien, dans le chat, les exemples de l'ONU. Je vous invite à aller voir. C'est toujours très inspirant de se demander quel impact on peut avoir. Fait que j'aimerais vraiment ça parce que là, il nous reste 7 minutes. Donc, on était une trentaine d'organisations aujourd'hui dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut jouer le jeu de vulnérabilité, puis de partager un état et une situation qu'on pourrait collectivement réfléchir pour mettre en place quelques outils pour développer une gouvernance autour de votre projet, pour augmenter votre impact, développement durable? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a envie de sauter dans le bain. Je suis sûr. Non. Personne n'a envie de se mettre en danger. C'est même pas en danger, on est entre nous, là. Ça vaut vraiment la peine. Pensez à vous. Vous, votre situation va assurément en aider d'autres. Si vous êtes capable de prendre la parole, dites-vous qu'il y en a 20 qui n'oseraient pas prendre la parole et que ça va les aider à essayer de comprendre le lien avec votre organisation. Est-ce que quelqu'un oserait embarquer? Oui, Anaïs.
Bonjour. Ben, bonjour. Très honnêtement, ben, en fait, on a un gros projet là, qui est peut-être de l'envergure du monastère des Augustines. Tu sais, quand j'entends cette idée de projet-là, tu sais, c'est comme vraiment comme on a une grosse organisation. Là, elle n'est pas vieille de 400 ans, mais d'une centaine d'années. C'est quoi votre Puis organisation, Anaïs? Est-ce que vous c'est êtes le capable de le dire centre ou pas? vacances. Oui, je suis capable de le dire. C'est le centre vacances Lac-Simon, qui est situé à Oui. Saint-Léonard de Portneuf. Dans le fond, c'est tout un organisme sans but lucratif et de bienfaisance qui est issu d'une communauté religieuse à la base qui a été changée en OBNL et maintenant gérée par des laïcs là, complètement. Euh, Notre gros enjeu, bien entendu, là, on a le côté, l'aspect de devoir mettre dans le fond, déployer puis exercer notre mission sociale, qui est de rendre un site accessible, un site naturel d'exception accessible à l'ensemble des clientèles en étant euh, adapté, accessible, inclusif, etc. Puis être viable financièrement. Puis je vous dirais que être viable financièrement quand on n'a pas d'argent à la base, puis devoir vendre et déployer une mission sociale quand à la base on est avec des ressources extrêmement limitées. Quand je parle de ressources, c'est autant les ressources financières, humaines, etc. Puis, donc, on doit un peu se déployer sur tous les fronts, arriver à vendre notre projet parce que, tu sais, c'est un site incroyable. Tu sais, en fait, tous les gens qui arrivent sur ce site-là font, ben, voyons, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on puisse mettre ce site-là, il faut qu'on le fasse connaître, etc. Mais tout ça avec des ressources extrêmement limitées. Tu sais, tout repose sur les épaules de peu de personnes. On a un beau conseil d'administration avec des gens qui y croient énormément, mais ça demeure quand même que tant que l'organisation, puis je pense que les projets qui ont vécu une réussite ou les gens qui sont dans des projets qui ont vécu une réussite le savent, tant qu'on n'a pas on n'est pas connu et reconnu, c'est dur d'aller chercher de l'argent. Une fois qu'on l'est, on dirait que tout le monde veut nous aider. Mais avant d'y arriver, là, par contre, les gens qui sont là, puis je parle de moi, je parle de mes collègues également, on paye un peu de notre santé puis de de notre énergie qui est mise qui est constamment euh, Anaïs, si je peux me permettre, question de est-ce que vous avez une demande ou un besoin ou un partage en particulier, tu sais, quelque chose qui pourrait comme enclencher quelque chose, soit quelqu'un dans la salle qui voudrait vous aider ou une expertise, une expérience que vous avez déployée que vous voulez partager à quelqu'un d'autre. C'est là, j'entends une fatigue. Est-ce que vous oui, êtes à la recherche des bénévoles? pas tant de bénévoles, d'argent. OK. Très, très clairement. Puis, tu sais, j'entends aussi, là, tu sais, toutes les belles, tu sais, les belles manières d'agir, tu sais, là, justement, là, les consultations, on essaie beaucoup d'imbriquer ça dans nos façons de faire, tout ça, mais, tu sais, à chaque fois, là, tu sais, oui, en effet, c'est quand même du temps, c'est quand même de l'énergie, c'est quand même des ressources, tout ça. Puis, tu sais, moi, là, ça fait au terme de mes 3 ans que je suis là, puis inévitablement, quand même, euh, c'est difficile en bout de ligne de pouvoir euh, réaliser toutes ces belles opérations-là, ces belles actions-là. Euh, je ne sais pas quoi dire de plus. Est-ce que, disons, vous êtes dans le mode financement, juste par curiosité, c'est quoi votre stratégie de recherche de financement? Est-ce que vous avez un comité aviseur avec des bailleurs de fonds? Est-ce que, tu sais, quelle est la structure de gouvernance pour aller chercher du financement, justement? Ben, bien entendu, là, c'est la création de notre plan d'affaires. Là. C'est une étape là, pour pouvoir aller chercher des premières sources, pour pouvoir faire émerger des projets qui vont être attractifs. Puis, ça va être une pierre à la fois. C'est inévitable là, parce que, comme je l'ai dit, là, quand on arrive avec un montant d'argent, puis on arrive, là, nous, on a en plus de ça des dettes, fait que, on est vraiment, j'ai pris, comme si on regarde une entreprise un peu similaire qui est Chalet La Naudière, pour les gens qui la connaissent, là, dans la région de la Naudière. Eux autres ont un site similaire au nôtre, sont partis d'une communauté religieuse également. Par contre, il n'y avait pas de dette à la base. Ils se sont fait léguer un site. Bref, c'est ça. Alors que nous, on a un enjeu supplémentaire. Puis, mais notre stratégie, c'est ça, là, c'est d'y aller une pierre à la fois, puis d'essayer de miser sur les éléments les plus attractifs en essayant de consolider notre réseau en même temps pour. Puis là, on a notre 100e anniversaire l'année prochaine, fait que c'est un de nos pas là, pour aller chercher puis rallier un peu les gens qui sont passés au centre d'attente à travers les années, parce qu'il y en a des milliers là, de gens qui sont passés là.
Merci, Anaïs. Isabelle, tu sais, je te permets je t'invite à Ah, mais réagir, puis oui. peut-être de penser, tu sais, une analyse de ne pas prendre personnel les réflexions, vu qu'on ne connaît pas toute la subtilité du projet, mais pour le bien de la situation de Isabelle, Véronique, Moi, Annie, de ne pas hésiter à pitcher plein d'idées. mais en fait, je ne sais pas si là, avec le temps qu'on a, on peut pitcher des idées parce que je pense qu'il On a reste deux pas beaucoup de minutes. temps. Mais moi, je veux juste dire à Anaïs que je comprends, je comprends. Parce que le monastère des Augustines, bien qu'aujourd'hui, il est dans sa grande. On est là où on est rendu, mais à la base, il y avait de l'argent pour la réhabilitation, mais pas pour ce que j'appelle les organes. Donc, il y avait de l'argent pour le squelette, mais pas les organes. Puis on sort toujours des cases pour aller chercher des subventions. Fait que je vous comprends. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez continuer la discussion, on peut se prendre un rendez-vous juste pour discuter parce que, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui aimeraient aussi discuter de, parce qu'on parle ici de protection, conservation du patrimoine culturel et naturel, hein. Les enjeux sont les mêmes. Quand on part de bonne volonté, avec des bonnes intentions, des fois c'est des legs avec une dette, des fois c'est des legs sans dette. Mais puis c'est une super bonne base pour conserver notre beau patrimoine au Québec. Fait que je pense que ça serait une conversation. Je propose, David, qu'on le mette dans une des conversations plus tard, peut-être se créer un atelier là-dessus, là. Moi, je serais Ben, en prête fait, à. Marie-Maude Chevrier de la RMRC de l'île d'Orléans dit qu'il y a une table de réflexion et de mutualisation avec d'autres domaines religieux qui vivent la même chose. Point d'intégration. Ben, il y en a deux autres à l'île d'Orléans qui vivent une situation similaire. Pour moi, ça m'apparaît évident qu'on Mm, pourrait mettre en place un comité de travail, en fait, absolument. pas un comité, plus un caucus de réflexion, chose Échange. qu'on fait avec les forces Échange. fraîches là, Mm. régulièrement, c'est-à-dire qu'on anime souvent des conversations avec une soixantaine de porteurs de projets de revalorisation de bâtiments patrimoniaux. Fait qu'on pourrait intégrer ça dans le mode de la communauté. Véronique, Annie, est-ce que vous avez un dernier mot, le mot de la fin en fait, je propose un dernier tour de table, mais en mode 25 secondes pour clore. Après, on va passer la parole à Pierre-Even pour qu'il donne les dernières nouvelles et qu'on vous libère tous pour 13 heures. Donc, Annie, pour commencer, mot de la fin. Oui, ben tout d'abord, je voulais féliciter Anaïs parce qu'il y a énormément de bonnes mesures là, qui sont prises au niveau. On parlait de saine gouvernance pour l'accessibilité, l'inclusivité, puis les bonnes pratiques d'intégration de la clientèle. Ben, le centre de vacances Lac-Simon, c'est un bon exemple pour ça. Fait que, oui, on voit ce qu'on voit pas, mais moi, je voulais voir ce qui est accompli aussi. Puis le mot de la fin, mais ben, c'est ça, là, des fois, si on part d'une action qu'on a déjà entrepris, puis on peut juste comme un peu la bonifier à la hauteur de nos capacités puis de nos ressources. Sinon, on va y aller à reculons là, si on se lance dans un gros chambardement. Puis il n'y a pas vraiment de marche à suivre applicable à toutes les entreprises pareilles à même échelle. C'est important de la réflexion, ça commence avec cet éveil-là, puis on a besoin de faire une petite pause pour faire comme, OK, à quelle échelle on peut y arriver là, pour notre réalité à nous. Il n'y a pas de parcours miracle applicable, 5 étapes faciles là, pour le faire. Puis là, j'imagine que Pierre-Avant va parler des outils de tourisme durable Québec, mais en tout cas, je m'en irai pas là-dedans. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que la conversation puisse poursuivre dans les groupes LinkedIn et Facebook. On va tous vous partager ça. Véronique, mot de la fin en 20 secondes. Ouais, restez à l'affût de ce qui se passe autour de vous parce qu'on peut le voir avec Anaïs en discutant des fois d'enjeux, quoi que ce soit, on trouve des pistes de solutions. Donc, le dialogue, la discussion, la collaboration, bien sûr, la mobilisation et participer à la communauté entrepreneuriale. Restez allumés et participants. Prenez du part parce que vous voyez, ça apporte des choses puis des solutions concrètes pour être amenées. Et c'est ça aussi, c'est se tenir informé et informé. Donc, merci beaucoup d'être présent, d'avoir été présent aujourd'hui, de participer à la Merci, communauté. Véronique. Puis ce n'est que le début. D'ailleurs, la billetterie pour l'événement se trouve dans le chat actuellement. Isabelle, 20 secondes pour le mot de la fin. Ah mon Dieu, moi, Sœur Lise m'avait dit à un moment donné que une chose que je peux partager, c'est d'avoir une position comme leader, une position d'apprenant et non une position de savant. Et ça a changé complètement ma façon d'être une leader. Donc, apprendre, on apprend en échangeant, on apprend en écoutant nos employés, on apprend tout le temps. Voilà. On a seulement effleuré la conversation. Merci, mesdames, ce fut fascinant. Puis je pense qu'on a réussi à au moins mettre la table pour simplifier un petit peu la gouvernance. Après, on va pouvoir bonifier sur la prochaine année et demie. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps. Pierre-Even, Merci. je te passe la parole. T'es sur mute, ça se peut-tu? Non, donc, pour ceux qui doivent quitter, merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. J'ai différentes choses à vous présenter, mais je vais aller à l'essentiel pour maintenant. Le reste va être dans le courriel que vous allez recevoir à la suite de l'événement.
Premièrement, je vous tease un petit peu la programmation du 28 février. J'ai dit qu'on allait lancer, mais pendant le webinaire, je me suis amusé à vous la présenter un peu ici. Surtout, c'est ce qui est à venir. Donc, le 7 février, on a un webinaire sur la séance d'information du concours entrepreneurial. On vous en parle à plusieurs reprises. Si vous voulez avoir plus d'informations, puis que ce ne soit pas dans un PDF, c'est la meilleure place pour poser vos questions, pour pouvoir en savoir plus. Là, on va vraiment avoir le temps de poser des questions aux différents intervenants, dont Véronique qui va être présente. Le 21 février, on a un webinaire avec MT Subventions sur comment dénicher et maximiser le financement de ton projet touristique. Ça pourrait probablement aider la participante qui a parlé aujourd'hui à trouver différentes sources de financement. Et bien sûr, le 28 février, on a notre premier rassemblement. La billetterie est ouverte. Mais je vous ai aussi mis le lien dans le chat vers l'inscription au marché public. Si vous avez l'occasion de partager un de vos besoins, vous allez pouvoir le pitcher à la communauté, puis là, on va pouvoir tous travailler ensemble pour y répondre. Et finalement, ben, notre événement dans la Jacques-Cartier, la date n'est pas encore confirmée à 100%, mais si vous voulez déjà réserver le 22 mai à votre calendrier, ça risque d'être là pour le deuxième rassemblement de la communauté dans Jacques-Cartier. On va parler de différentes choses, dont la mobilité durable, le bien-être et plein d'autres beaux sujets. Finalement, n'oubliez pas les groupes Facebook et LinkedIn, pas juste pour les rejoindre, mais aussi partager. La participante, elle peut probablement partager son besoin puis avoir plein de monde, dont nous, qui vont pouvoir y donner des pistes de solutions. Isabelle est dans ce groupe-là. Donc, je vous invite vraiment à non seulement les rejoindre, mais aussi à y interagir.